Soyez les bienvenus sur BFM TV et en direct, voici nos titres à la une ce soir. Réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 21h. Vous découvrez l'image en direct. Elle fait écho à cette possible attaque chimique sans précédent en Syrie, dans la banlieue de Damas. Elle aurait fait plus de 1000 morts. Les condamnations européennes, elles, sont unanimes. Dans quelques instants, en plateau pour en parler avec nous, Ulysse Gosset. Manuel Valls nie toute intention de remettre en cause le regroupement familial. En Conseil des ministres, François Hollande l'a recadré ce matin. Les questions d'immigration ne sont pas à l'ordre du jour de la rentrée. Va-t-on vers une défiscalisation des heures supplémentaires? C'est ce que souhaite un député socialiste. Thierry Mandon estime que le gouvernement est allé un peu vite en supprimant la non-imposition de ces heures supplémentaires. À droite, Christian Estrosi est prêt à signer une proposition de loi et avec lui. La météo de votre jeudi, le matin, quelques nuages côtiers sur la Manche et le Roussillon. On va la voir dans un instant, voilà. Ailleurs, vous le voyez, soleil, mais voile nuageux entre la Loire et la Seine. Les températures sont en hausse. 11 à Nancy, 12 à Limoges et Strasbourg, 22 à Nice. Et dans l'après-midi, vous le voyez, encore du soleil, de plus en plus de nuages au nord et à l'est, mais aussi du côté de Perpignan. Il fera 24 à Lille, comptez 28 à Paris. Il est 23h, soyez les bienvenus. Réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU en ce moment même. Réaction directe à ce raid meurtrier mené ce mercredi par les forces fidèles à Bachar el-Assad. Un raid lors duquel du gaz neurotoxique aurait été utilisé. Il y aurait près de 1000 morts. Les réactions sont nombreuses. On verra ça dans quelques instants. Mais juste avant les faits, le récit est signé Antoine Paulet. Par dizaines, les corps inanimés sont transportés pour être mis à l'abri. Des victimes qui ne présentent pas de blessures apparentes, mais qui ont les pupilles dilatées, des membres glacés et parfois de la mousse dans la bouche. Selon l'opposition syrienne, elles auraient subi une attaque chimique par les forces de Bachar al-Assad. Dans un autre quartier, cela tente à l'aide d'un mouchoir ou d'un masque de se protéger de la présence éventuelle d'un gaz toxique. Aujourd'hui, Bachar al-Assad a utilisé ce qu'on appelle le gaz sarin. C'est ce qui a été mentionné comme étant la ligne rouge lorsque le président Obama en a parlé. Le régime a dépassé cette ligne rouge et personne ne dit rien. Si l'armée confirme les opérations aériennes menées à la périphérie de Damas, elle récuse toute attaque chimique. Selon elle, ces accusations constitueraient une manœuvre de propagande dirigée par l'opposition. Tout ce qui a été dit est ridicule, illogique et naïf. Il n'a pas été fait usage d'armes chimiques. Les groupes armés ont fabriqué ces accusations à l'avance parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui seraient lancées de nouvelles opérations militaires. Cette hécatombe survient alors qu'une commission des Nations Unies enquête actuellement en Syrie sur l'usage d'armes chimiques. Elle n'a pas encore fait part de ses observations. Et pour en parler, Ulysse Gosset, notre spécialiste des questions internationales, nous a rejoint sur le plateau de BFM TV. Ulysse, cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce soir, elle est importante évidemment. Est-ce qu'elle peut aboutir à quelque chose de concret ? Eh bien, ce que demandent les Occidentaux, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est que les inspecteurs de l'ONU, qui sont déjà sur place à Damas depuis maintenant dimanche, soient autorisés par Damas à se rendre sur les lieux du drame pour procéder à une inspection immédiate. C'est très important car effectivement, les accusations sont très graves et pour l'instant, ce que nous savons n'a pas été confirmé de sources indépendantes. Le régime de Damas nie, les rebelles affirment qu'il y a eu utilisation d'armes chimiques, il faut pouvoir vérifier sur place. Or, ces inspecteurs de l'ONU ont un mandat très précis pour l'instant. Ils doivent aller dans 3 localités pour vérifier si des armes chimiques ont été utilisées en mars dernier. À l'époque, il y avait eu plusieurs dizaines de morts. Mais là, le nombre des victimes possibles, c'est-à-dire plus de 1000 morts, on parle de 1200 à 1300 morts, de très nombreuses femmes et de très nombreux enfants, incite à la fois à la plus grande fermeté, mais aussi à la plus grande prudence. Car si effectivement il était confirmé que des armes chimiques ont été utilisées, cela ferait passer le conflit syrien dans un degré d'horreur supplémentaire. Cet après-midi à Bruxelles, Laurent Fabius a comparé ce qui s'était passé, cette utilisation massive des armes chimiques, à ce qui avait été fait par Saddam Hussein en Irak. Donc on est dans une situation extrêmement grave, extrêmement délicate, et il y a toujours au Conseil de sécurité la Russie qui bloque et qui dit attention, c'est une provocation. On saura ce soir si le Conseil obtient ou non le feu vert pour envoyer l'inspecteur sur les lieux de drame. Alors, si les soupçons sont sérieux, c'est que le régime, lui, est prêt à tout pour rester, pour se maintenir au pouvoir. Oui.
le régime joue son va-tout, mais depuis plusieurs mois, en fait, il a marqué de très nombreux points contre l'opposition. Il a repris des villes, des régions entières. Et en fait, le régime syrien n'avait pas véritablement besoin d'armes chimiques en ce moment, surtout alors que les inspecteurs de l'ONU sont sur place. D'où les inquiétudes, les interrogations. Y a-t-il eu manipulation ou pas? Et s'il n'y a pas eu manipulation, qui a fait usage de ces armes chimiques? Qui sont les auteurs? Les Américains se disent très préoccupés et ils affirment que les auteurs devront rendre des comptes. On pense évidemment à des tribunaux internationaux. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que le régime utilise tous les moyens pour écraser l'opposition. On a vu l'utilisation de missiles extrêmement dévastateurs, d'avions, d'hélicoptères, et sans doute à une ou deux reprises de produits chimiques. Alors bien entendu, tant que cela n'est pas vérifié, l'ONU ne peut pas intervenir. Souvenons-nous qu'il y a un an tout juste, Barack Obama avait parlé de la fameuse ligne rouge et il avait dit « si les Syriens franchissent la ligne rouge, eh bien il y aura des conséquences énormes ». Et depuis, rien ne s'est produit. Merci à vous, Ulysse Gousset, d'avoir été avec nous et en direct sur BFM TV. Olivier Lepic, spécialiste des armes chimiques et biologiques, était en direct avec nous tout à l'heure sur BFM TV. Pour lui, au vu des images, il y a peu de place au doute. C'est probablement le régime qui est derrière cette attaque. Écoutez. Il semble qu'effectivement qu'un agent neurotoxique organophosphoré ait été utilisé de manière massive contre les populations. Les symptômes sont assez clairs, convulsions musculaires, pupilles dilatées, expectoration bronchique, accélération du rythme cardiaque. Tout ça, on le voit sur ces vidéos. Et cette fois-ci, et contrairement aux trois premières allégations il y a quelques semaines, il semble que cette arme chimique ait été utilisée massivement en Syrie, ce qui signifierait qu'on ait vraiment franchi un seuil de la violence du régime à l'égard de sa propre population, un seuil absolument terrible. Et à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont eux évoqué la crise égyptienne. Ils ont décidé de suspendre la fourniture d'armes et d'équipements sécuritaires. Dans le même temps, l'ambassadeur d'Égypte en France appelle les pays amis à ne pas faire pression sur la volonté du peuple égyptien. Écoutez. Il a été bien évident, bien clair de notre part qu'on ne peut pas accepter, l'Égypte, le peuple égyptien ne peut pas accepter que les amis utilisent les moyens de coopération pour essayer de faire pression sur la volonté nationale du peuple égyptien. Encore un mot de l'Égypte. Hosni Moubarak obtient une libération conditionnelle, mais pour le moment, il reste emprisonné. Plus de 2 ans après sa chute, l'ex-président égyptien est poursuivi dans le cadre de plusieurs affaires, notamment pour le meurtre de manifestants et pour corruption. Sachez que l'armée a ordonné son placement en résidence surveillée, si toutefois il était libéré. Il est toujours en attente de son procès. Il est 23h07. Washington reconnaît que l'Agence nationale de la sécurité, la NSA, a violé la loi en interceptant des emails entre 2008 et 2011. Un aveu qui intervient alors que le soldat américain Bradley Manning a été condamné à 35 ans de prison pour avoir dévoilé, lui, des documents confidentiels sur Wikileaks. Son avocat compte déposer un recours en grâce auprès du président américain Barack Obama. On reste aux États-Unis avec cette tragédie dans une petite ville de l'Oklahoma. Un sportif australien qui faisait son footing a été froidement abattu vendredi dernier. 2 adolescents ont été inculpés pour meurtre hier soir et un 3e mineur pour complicité. Il l'aurait tué simplement parce qu'il s'ennuyait. Fanny Duvaux, Annie Bazar. Christopher Lane a perdu la vie au bord de cette route. Cet Australien de 22 ans s'apprête à faire son footing, ici, dans les rues de Duncan, quand il croise 3 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Ces derniers le voient passer devant chez eux, le suivent en voiture et l'abattent d'une balle dans le dos avant de prendre la fuite. Aux enquêteurs, ils expliqueront qu'ils s'ennuyaient. Rien de bon ne sortira de ça parce que ça n'avait juste aucun sens. Il n'a rien pu faire, il n'y avait rien qu'il aurait pu faire. C'était une personne fantastique et il me manquera, pour toujours. L'adolescent qui conduisait le véhicule est accusé de complicité de meurtre. Les 2 autres, auteurs supposés des tirs, risquent la prison à vie. Premier conseil des ministres de la rentrée et recadrage pour Manuel Valls ce mercredi. François Hollande a mis les choses au clair. Le regroupement familial n'est pas à l'ordre du jour. Johan Parizet, Jérémy Brossard. Il sort seul. Après le conseil des ministres et un conseil de défense, Manuel Valls quitte l'Elysée, sans dire un mot. Un peu plus tôt, des ministres écologistes, eux aussi muets,
Profil bas après les critiques lancées dans la presse contre leurs collègues de l'intérieur, accusés de déclencher le désordre. Un train pour Marseille. Vous avez discuté avec M. Valls ? À peine rentré de vacances, François Hollande doit déjà calmer le jeu, notamment après les déclarations de Manuel Valls sur le regroupement familial. Je vous confirme que le président de la République a estimé que la politique migratoire ou le regroupement familial ne faisait pas partie des débats de cette rentrée. Quelques heures plus tard, en déplacement à Aurillac, Manuel Valls revient sur ses propos. Le débat doit être apaisé. Il ne s'agit pas de remettre en cause le regroupement familial. On déforme mes propos. Je sais que je gêne à droite et parfois à gauche. Manuel Valls rentre donc dans le rang, mais compte bien rester toujours aussi omniprésent. À l'Elysée, le président prend bien garde de ne pas être pris de vitesse par son ministre de l'Intérieur. Retour à présent sur la mort de ce jeune de 18 ans à Marseille, poignardé dimanche à l'aube. 2 des 3 agresseurs présumés ont été mis en examen pour meurtre et violence aggravée. On l'a appris en fin de journée. Un mandat de dépôt a d'ailleurs été requis contre ces 2 jeunes âgés de 27 et de 29 ans. Ce sont ces jeunes qui avaient d'ailleurs agressé un infirmier des urgences à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et comme annoncé par Jean-Marc Ayrault, une compagnie de CRS est arrivée en renfort dans la ville. 120 hommes environ chargés de sécuriser donc la cité phocéenne après les violences à répétition et les 13 règlements de compte enregistrés depuis le début de l'année. Alors justement, comment les Marseillais réagissent-ils à l'arrivée de ces renforts? Reportage dans les quartiers nord, précisément dans la cité Le Clos de la Rose. Vous allez le voir, les habitants sont plutôt sceptiques sur ces moyens déployés par Manuel Valls. Alexis Pluyette, Antoine Sarail. Ici, rien n'a changé. L'insécurité le soir, c'est toujours le quotidien des habitants. Moi, quand je rentre, même avec mon taxi, j'ai peur le soir. Je vois des choses. Il y a des gens qui errent dans la rue, ils sont violents. On vit plus, quoi. On vit plus. Par exemple, comme moi, j'aime sortir ou je pars dans un mariage pour rentrer, je peux rentrer chez moi. C'est-à-dire, j'ai peur, j'ai cette peur dans la tête. Ou soit ils nous braquent, ou soit... voilà, et ça se passe comme ça. Les habitants se disent abandonnés par l'État. Pour eux, des policiers en plus, cela ne change rien. La priorité, c'est de donner plus de moyens pour améliorer la vie dans la cité. Il n'y a pas de centre pour les jeunes qui sont réouverts. Il y a toujours des choses en moins. Il n'y a jamais rien en plus pour nous, il y a toujours des choses en moins. Donc le problème, il est là. Le jour où ils mettront un peu de sous, au lieu de faire venir Jean-Jacques Goldman ou les nouvelles stars DJ, refaites un peu les cités, faites veiller à ce que les gosses ils aient autre chose à faire qu'aller sur des scooters ou les déchaînes. Un sentiment partagé par certains responsables d'associations. La priorité pour eux, c'est l'emploi des jeunes, pas les renforts policiers. C'est pas 24 policiers, c'est du travail de terrain, c'est aller voir les personnes, les sensibiliser. Leur dire que ça sert à rien, qu'il faut travailler, qu'on les aidera, qu'on les soutiendra, qu'on sera avec eux. Pas que quand on est élu, il faut être avec eux tout le temps sur le terrain. C'est pas quand on est élu, après pendant 6 ans on les oublie. Il faut être constamment sur le terrain, ça sert à rien d'être derrière les bureaux. Il faut être sur le terrain, il faut se battre, il faut aller voir les entreprises pour eux. C'est comme ça. Et là, quand ils verront qu'on fera du travail sur le terrain, ils arrêteront leurs bêtises. Les bêtises commises par une petite minorité de jeunes livrés à eux-mêmes, mais qui pèsent sur le quotidien de tous les habitants. Il était recherché pour une attaque à main armée. Le suspect a été blessé ce matin par le GIGN, venu l'interpeller chez lui à Montsartou. Ça se passe dans les Alpes-Maritimes. L'homme fiché au grand banditisme a voulu utiliser son arme contre les gendarmes, d'où leur riposte. Son domicile a été perquisitionné par les enquêteurs. On a trouvé au domicile de cette personne un fusil à pompe chargé avec une cartouche dans le canon et 4 autres cartouches dans le chargeur. On a trouvé un gilet pare-balles, on a trouvé un fusil de collection, on a trouvé également un 6,35 vide et une toute petite quantité de cocaïne. On en vient à cet incendie spectaculaire en plein Paris. C'est un immeuble en travaux qui a pris feu près des Invalides dans l'après-midi. Heureusement, il n'y a aucune victime. Tiffany Oswald, Antoine Vassas. Des témoins ont d'abord cru que la tour Eiffel était en feu. Il est 14 h, un incendie vient de se déclarer en plein cœur de Paris. L'épaisse fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. Sur cette vidéo de notre témoin Julien, on ne voit même plus la dame de fer. Le feu provient d'un bâtiment en préfabriqué situé tout près des Invalides. Très vite, des dizaines de curieux affluent sur place. J'ai vu la colonne de fumée de Créteil.
Et donc je l'ai suivi, mais j'allais dans le 7e de toute façon. Ça fait peur, on sent la chaleur, c'est assez impressionnant. Une centaine de pompiers arrivent rapidement sur les lieux du sinistre. Il leur faudra plusieurs heures pour maîtriser totalement l'incendie et surtout refroidir le bâtiment en tôle pour éviter qu'il ne s'effondre. C'est un scooter qui aurait tout déclenché. Alors a priori le feu serait parti d'un deux roues motorisé qui a pris feu pour des raisons inconnues. Les quelques ouvriers présents à l'intérieur quand le feu s'est déclaré ont juste eu le temps de sortir sans rien emporter avec eux. Toutes les affaires, les pantalons, les cartes oranges, les navigos, les cartes d'identité, tout est parti fumé. Une fois la situation sous contrôle, les pompiers ont inspecté une dernière fois le bâtiment entièrement détruit par les flammes. L'incendie spectaculaire n'a fait aucune victime. Thierry Mandon, le porte-parole des députés socialistes, estime que sa majorité n'aurait pas dû revenir si vite sur les heures supplémentaires défiscalisées. Réponse de Christian Estrosi. Il lui propose de co-signer une proposition de loi sur le sujet et avec lui, écoutez les deux hommes. Je suis pour le retour à une défiscalisation et simplement une défiscalisation, donc les cotisations sociales demeurent, c'est une différence avec le dispositif précédent, et pour un certain volume d'heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures supplémentaires vraiment exceptionnelles, qui ne détruisent pas de l'emploi et qui sont réalisées par des salariés modestes. J'invite tout simplement Monsieur Mandon, qui aujourd'hui revient au fond en réalisant l'erreur qui a été commise par le gouvernement qu'il soutient, a co-signé avec moi une proposition de loi déposée devant le Parlement dès la rentrée parlementaire pour redonner ces heures supplémentaires défiscalisées aux salariés les plus modestes. Alors justement, les heures supplémentaires défiscalisées, comment ça marche? Éclairage avec Renaud Parquet. Soutenir le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes, voilà l'idée lancée par Thierry Mandon en proposant de défiscaliser les heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'un salarié au revenu modeste ne paierait pas d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires effectuées, mais continuerait de s'acquitter de cotisations sociales. L'idée ne fait pas l'unanimité parmi les économistes, il faudrait davantage creuser du côté des cotisations sociales. Je trouve qu'il est très habile d'essayer de faire baisser le coût du travail à travers la baisse des cotisations sociales, et comme il faut en faire bénéficier aussi les salariés, de le faire aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Pourtant, la proposition de Thierry Mandon aurait deux avantages. D'abord, elle maintient le pouvoir d'achat pour les revenus les plus modestes. La défiscalisation des heures supplémentaires s'appliquerait pour un montant allant de 500 à 800 €. Elle permettrait également une meilleure flexibilité pour les entreprises. Grâce à cette mesure, elle serait capable de s'adapter aux augmentations de production à moindre coût. Mais avec un revers, aucun bénéfice à en attendre sur la création d'emplois. 2 mois de répit pour 1700 salariés. Le tribunal de commerce de Rennes a prolongé jusqu'au 16 octobre prochain la période d'observation concernant la société bretonne d'abattage et de découpage de porc GAD. Elle est en redressement judiciaire depuis février. Thomas Paulmier, Emmanuel Dugas avec nos parquets. Les 850 salariés de l'abattoir GAD de Lampol-Guillemio en sursis. Le tribunal de commerce de Rennes s'est laissé 1 mois et demi d'observation en plus avant de statuer. Mais la crainte d'une liquidation judiciaire plane toujours. Les gens sont exaspérés, je pense qu'ils voudraient savoir de quoi serait fait leur avenir. Arrivé à un certain âge, c'est sûr, pour retrouver du travail, ça va être très compliqué, très compliqué. L'hypothèse d'une fermeture n'inquiète pas que les ouvriers à Lampol-Guillemio. Sur 2000 habitants, 80 foyers dépendent de l'abattoir. Sa fermeture pourrait bien avoir des conséquences sur toute la ville. C'est le principal employeur de la commune, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, donc ce serait dramatique quand même. En point de vue social, point de vue économique, tout le monde va être touché. Il y aura sûrement un impact économique sur le bourg et même sur toute la région, quoi. L'abattoir de Lampol-Guillemio, dont la maison mère croule sous les dettes, avait été placé en redressement judiciaire en février dernier. En cas de fermeture du site, 300 emplois pourraient bien être transférés dans un autre abattoir du groupe à Josselin dans le Morbihan. L'entreprise GAD a jusqu'au 17 septembre pour finaliser son plan de restructuration. Du foot, avec la belle victoire ce soir d'Arsenal 3-0 face aux Turcs de Fenerbahçe en barrage aller de la Ligue des Champions. Le premier but, vous le voyez, il est signé Gibbs. C'est d'ailleurs son premier but en Coupe d'Europe. Deuxième but signé Ramsey à la 64e minute. Et c'est Olivier Giroud qui conclut en transformant ce penalty à la 77e. Arsenal prend en tout cas une belle option vers la qualification en phase de poule. C'est l'heure maintenant de votre rendez-vous d'été. Une semaine en Rhône-Alpes, direction Chamonix pour notre 3e jour donc dans les Alpes avec Antoine Delpierre, Régis Desconclois. Rencontre avec un artisan passionné qui a inventé le chamonniard, un couteau à la forme bien particulière. Regardez.
bien installé dans votre région pour regarder une semaine avec la GMF, assurance, épargne et prévoyance. C'est un couteau entièrement artisanal. Ici, en montagne, on connaît évidemment les couteaux, les canifs, mais ici, dans la vallée de Chamonix, eh bien, il n'y en avait pas encore. C'est pour ça que Didier, en 2007, a créé ce couteau. Alors, Didier, qu'est-ce qui fait que ce couteau est différent des autres? Alors celui-là, donc, il y a vraiment une particularité, c'est déjà sa forme, qui représente le sommet du Mont Blanc. Après, son nom, de Chamonniard comme les habitants de Chamonix. Et pour trouver l'inspiration, Didier n'a eu qu'à ouvrir sa fenêtre avec le Mont Blanc face à lui, évidemment, ce massif mythique à plus de 4810 mètres d'altitude. Alors Didier, quand même, comment vous est venue cette idée? Il y a bien le Mont Blanc juste à côté, mais enfin, avec cette forme si particulière sur le couteau, comment vous avez trouvé cette idée? Alors, en fait, je collectionnais les couteaux et puis il n'y avait pas de couteaux régionaux dans le secteur, et c'est de là que c'est parti l'idée. Les premiers que j'ai fait, en fait, c'était pour les amis, c'était pas du tout dans l'idée d'en faire un commerce. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Donc avec la forme du Mont Blanc, la première ascension du Mont Blanc. Et puis pour le bois utilisé, donc ce fameux pin Sambro, le pin qui pousse le plus en montagne, ça pousse entre 2000 et 2500 mètres, et qui vient du massif du Mont Blanc, du secteur de la mer de glace. Et donc les tout premiers couteaux, d'ailleurs, je les ai faits quasiment que pour les collègues. Alors, vous l'aurez compris, Didier est quelqu'un qui aime s'amuser, qui ne fait pas les choses à moitié. Voici le plus grand couteau du monde en forme de chamonniard, évidemment. Alors, il faut savoir que ce couteau, eh bien, Didier, en 2008, l'a monté tout là-haut, au sommet du Mont Blanc. Pas une simple affaire, puisqu'il pèse, celui-ci, 50 kilos. Préféré à l'heure de l'apéro, le modèle classique, le traditionnel chamonniard. C'est bien plus pratique. Pour aller toujours plus loin et découvrir la France sans voir le temps passer, regardez une semaine avec IDTGV. Tout de suite, l'écho du soir avec Grégoire Favet. Marketing direct, e-commerce, flux documentaire, La Poste Solutions Business vous présente les rendez-vous de l'écho. À la une de l'écho, l'industrie américaine qui est en train de devenir l'une des plus compétitives du monde, Grégoire. Oui, effectivement, c'est une nouvelle donne industrielle, un bouleversement industriel qui est en train de se produire aux États-Unis, qui est appuyé par une étude du Boston Consulting Group qui est parue aujourd'hui et qui nous indique que d'ici 2015, eh bien, produire aux États-Unis ne coûtera plus que 5% plus cher seulement que de produire en Chine. Donc une compétitivité américaine qui est en train véritablement de regagner de l'importance, des écarts qui se réduisent avec alors là l'économie la plus compétitive au monde, l'économie chinoise, et en même temps une compétitivité américaine qui creuse l'écart avec les autres grandes nations. Pour exemple, produire au Royaume-Uni d'ici quelques années coûtera 8% plus cher que de produire aux États-Unis.